Berlin, la capitale du Troisième Reich, est devenue le dernier théâtre d'une guerre qui avait dévasté l'Europe pendant presque 6 ans. Les rues furent couvertes de fumée, de décombres et de feux, tandis que les tirs résonnaient entre des bâtiments en ruine et que des colonnes de civils avançaient sans but sous le son de l'artillerie. Dans les profondeurs de la ville, sous des couches de béton et de terre, certains des principaux leaders du régime s'enfermaient dans des couloirs sombres, entourés de cartes inutiles et d'ordres sans signification. Dehors, la ville s'effondrait à chaque bombardement, et les quelques qui restaient aux commandes disparaissaient un à un en silence, tandis que les combats s'intensifiaient à chaque coin de rue. La fin était imminente, mais personne dehors ne savait encore ce qui s'était passé sous terre. Que s'est-il passé exactement dans les derniers jours de ce pouvoir qui a refusé jusqu'à la fin de se rendre? La nuit du 16 avril 1945, des milliers de projecteurs s'allumèrent soudainement et brisèrent l'obscurité devant les positions allemandes du front de l'Oder, illuminant les lignes ennemies comme s'il faisait grand jour. Cette puissante lumière artificielle, générée par plus de 140 réflecteurs, pointait vers l'ouest depuis les rangs du premier front biélorusse. Bien que les projecteurs aient été utilisés initialement lors d'opérations nocturnes, le maréchal Zhukov avait décidé de les employer cette fois-ci pour éblouir les défenseurs allemands, aider l'infanterie à avancer sur le terrain boueux et créer un effet psychologique similaire à celui d'un bombardement. Cependant, les conditions météorologiques et la poussière en suspension réduisirent considérablement la visibilité, rendant l'effet moins impactant que prévu. Malgré cela, à 3 heures du matin, une attaque d'artillerie commença, qui dura près de 30 minutes et précéda l'avancée générale de l'infanterie soviétique. Le plan de Zhukov consistait à briser les défenses allemandes sur les hauteurs de Silo, pour ensuite se diriger vers Berlin depuis l'est. Seyss-Collins était la dernière barrière naturelle protégeant la capitale allemande. Les soviétiques avaient concentré une force énorme pour l'opération, avec plus de 2,5 millions de soldats, environ 6 500 chars de combat, près de 8 000 avions et plus de 40 000 pièces d'artillerie. De leur côté, les Allemands ne disposaient que d'un total d'environ 300 000 hommes, une quantité réduite de chars et d'armes anti-chars, et beaucoup de leurs unités étaient composées de membres du Volkssturm, de jeunes de la Hitlerjugend et de vétérans âgés sans expérience récente au combat. La bataille de Silov fut l'une des plus intenses du front oriental. Les troupes soviétiques rencontrèrent une résistance bien plus forte que prévu. Les défenses allemandes étaient bien organisées en plusieurs lignes successives et avaient profité du terrain élevé pour y placer des nids de mitrailleuses et des pièces anti-chars. De plus, le terrain boueux dû aux pluies récentes et la destruction des routes compliquaient sérieusement l'avancée des véhicules soviétiques qui restaient embourbés ou étaient des cibles faciles depuis les hauteurs. Durant les premiers jours, les pertes furent très élevées et l'avancée fut lente, ce qui provoqua la frustration de Zhukov, qui ne parvenait pas à respecter les délais prévus. Pendant ce temps, plus au sud, le premier front ukrainien, sous le commandement du maréchal Koniev, avait réalisé des avancées plus rapides. Hesse's troupes, appuyées par un grand nombre de chars, avaient pénétré les défenses allemandes et s'approchaient du flanc sud de Berlin. Cette situation généra une compétition implicite entre les deux maréchaux soviétiques, car Staline avait encouragé une certaine rivalité entre eux, leur donnant des instructions similaires afin qu'ils tentent d'être les premiers à atteindre le centre de la capitale. Cette tension entre les commandements soviétiques influença le rythme et l'intensité des opérations. À Berlin, la population civile vivait dans une atmosphère de peur et d'incertitude. Bien que la propagande du régime insistât sur le fait que la victoire était encore possible et que les renforts arriveraient à temps, beaucoup savaient que la fin était proche. Le son des canons se faisait entendre de plus en plus près, et les colonnes de fumée visibles à l'horizon annonçaient la proximité des combats. Les gares se remplissaient de familles qui tentaient de fuir vers l'ouest, bien qu'il devienne de plus en plus difficile de trouver un transport. Les autorités avaient ordonné l'évacuation des fonctionnaires et employés essentiels, mais des milliers de civils, majoritairement des femmes, des personnes âgées et des enfants, restaient dans la ville sans savoir ce qui les attendait. Le régime nazi avait mobilisé désespérément toute la population masculine disponible. Le Volkssturm, une milice formée d'adolescents et d'hommes âgés, avait été activée en masse et on leur avait remis des armes désuètes ou capturées sur d'autres fronts. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'instruction militaire et ignoraient l'utilisation correcte des équipements. Dans certains CA,
Ils étaient envoyés au front avec des uniformes incomplets et sans soutien logistique. Malgré cela, la propagande continuait d'exalter leur rôle de défenseurs héroïques de la patrie. Dans les écoles, les maîtres apprenaient aux enfants à utiliser des grenades à main, tandis que dans les cours, des tranchées improvisées étaient creusées. Certains adolescents étaient recrutés directement depuis les salles de classe et envoyés au front sans dire adieu à leur famille. Les mères observaient en silence leurs enfants mineurs marcher vers la bataille avec la promesse qu'ils aideraient à sauver l'Allemagne. En réalité, beaucoup mourraient en quelques jours sans savoir vraiment pourquoi ils se battaient. Le moral du haut commandement allemand était complètement brisé. Hitler se trouvait dans son bunker sous la chancellerie, isolé du monde extérieur, recevant des rapports peu réalistes et rejetant toute suggestion de retraite ou de reddition. Il insistait sur le fait que les soviétiques seraient arrêtés aux portes de Berlin et que les nouvelles armes secrètes changeraient le cours de la guerre. Pendant ce temps, ces généraux savaient que tout était perdu, mais n'osaient pas le contredire ouvertement. Certains tentaient de gagner du temps, d'autres espéraient simplement que tout se terminerait bientôt. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'encerclement de Berlin se resserrait. Les troupes soviétiques du premier front biélorusse réussirent finalement à briser les défenses de Silo après plusieurs jours de durs affrontements et avancèrent vers la ville depuis l'est, tandis que les unités du premier front ukrainien s'approchaient depuis le sud. La capitale était complètement encerclée, et bien que certaines unités allemandes continuèrent de résister dans des secteurs dispersés, la plupart des routes d'évasion avaient déjà été coupées. Aux abords de la ville, les colonnes de réfugiés se mêlaient aux unités militaires en retraite. Des chariots de blessés, des bicyclettes, des brouettes et même des charrettes tirées par des chevaux s'entassaient sur les routes, cherchant une issue qui n'existait plus. Les bombardements aériens et d'artillerie étaient constants, et dans de nombreux cas, ils frappaient directement les convois civils. La ligne entre le front de combat et l'arrière s'était complètement estompée. Les églises se remplissaient de personnes qui priaient en silence, tandis que les bâtiments publics étaient convertis en centres de commandement ou en refuges improvisés. Les hôpitaux étaient saturés et manquaient des fournitures les plus élémentaires. Les médecins opéraient sans anesthésie et les blessés étaient soignés dans les couloirs ou sur des tables improvisées. Malgré le chaos, beaucoup continuaient de croire que les alliés occidentaux arriveraient avant les soviétiques et qu'ils occuperaient Berlin, ce qui s'avéra être une espérance sans fondement. Les dernières semaines avant la chute furent marquées par une atmosphère de fatalisme, mais aussi de résistance insensée. Dans certains quartiers, les voisins creusaient des tranchées dans les jardins, tandis que dans d'autres, des groupes s'organisaient pour préparer des cocktails Molotov. Les pamphlets continuaient d'annoncer la victoire finale, bien que plus personne n'y croyait. Les bruits d'explosion étaient constants, et chaque jour qui passait, la ville s'effondrait un peu plus. Le combat ne se déroulait pas avec des lignes définies comme lors d'autres batailles précédentes, mais tout se passait dans une confusion totale où chaque section de la ville était prise à mesure qu'elle était dégagée. Les troupes se déplaçaient en petits groupes, entrant dans les maisons et les bâtiments un par un, et souvent les soldats allemands les attendaient avec des tirs depuis les étages supérieurs ou depuis des sous-sols connectés entre eux. Les soviétiques répondaient avec des lance-flammes et des explosifs, et abattaient des murs pour éviter d'avoir à utiliser des portes ou des fenêtres qui pouvaient être minées. Dans certaines occasions, ils se frayaient un chemin entre les étages avec des grenades ou simplement en démolissant les toits avec des charges placées aux étages supérieurs. La plupart des logements étaient déjà vides, mais à de nombreux endroits, il y avait encore des civils cachés dans des sous-sols, dans des tunnels ou même parmi les décombres. La résistance allemande était irrégulière et chaotique. Certains groupes luttaient avec une obstination quasi suicidaire, surtout les membres du Volkssturm et certains soldats des Waffen-SS, tandis que d'autres se rendaient simplement dès qu'ils perdaient contact avec leurs supérieurs ou qu'ils manquaient de munitions. Le nombre de prisonniers augmentait chaque jour, et beaucoup d'entre eux n'étaient que des adolescents ou des personnes âgées qui ne savaient même pas manier une arme correctement. L'armée soviétique, de son côté, avait des ordres stricts de ne pas montrer de compassion envers ceux qui offriraient de la résistance, mais en pratique, certains commandants autorisaient les redditions si les Allemands n'opposaient pas de résistance. L'artillerie continuait de frapper le centre de Berlin sans pause, et les soldats qui entraient dans la ville le faisaient au milieu de la fumée, des flammes et des explosions constantes.
Beaucoup de rues n'existaient plus en tant que telles, et ceux qui restaient étaient des couloirs de ruines, remplis de véhicules incendiés, de cadavres non ramassés et de restes de mobilier éparpillés partout. Le sous-sol de Berlin devint un second champ de bataille. Les lignes de métro, les égouts et les tunnels qui relièrent les bâtiments étaient utilisés par les défenseurs allemands pour se déplacer d'un endroit à un autre, éviter d'être détectés et préparer des embuscades. Certaines explosions causèrent l'effondrement de sections entières du système souterrain, et dans d'autres CA, les soviétiques eux-mêmes jetaient des bombes ou lançaient des grenades pour obliger les combattants à sortir. Les scènes à l'intérieur de ces tunnels étaient d'un chaos total, avec des cris, des pleurs, de la fumée et des corps jonchant partout. En surface, les combats continuaient sans pause. Dans de nombreuses zones, les soviétiques devaient se battre pour chaque bâtiment, chaque étage, chaque pièce. C'était une lutte lente et épuisante, où le contrôle d'un pâté de maison pouvait coûter des dizaines de pertes. Les soldats se relayaient pour avancer, se couvrir et nettoyer les zones prises. Dans certaines occasions, les tireurs d'élite allemands parvenaient à freiner l'avance pendant des heures, cachés sur les toits ou dans les tours d'église. Les soviétiques répondèrent par un feu concentré, faisant exploser les bâtiments soupçonnés d'abriter des ennemis. L'utilisation des chars était limitée par l'étroitesse des rues et le grand nombre de barricades improvisées, mais ils parvenaient tout de même à avancer, tirant à bout portant sur les entrées des bâtiments et les fenêtres. Les canons automoteurs accompagnaient l'infanterie et détruisaient les positions fortifiées avant que les soldats n'entrent pour fouiller le terrain. Les Allemands n'avaient plus les moyens de retirer leurs morts, et les Soviétiques ne s'arrêtaient pas pour le faire. La ville sentait le brûler, les corps en décomposition et les décombres humides. La population civile essayait de survivre cachée, sans eau ni électricité, craignant autant les combats que les représailles. Beaucoup tentaient de creuser des abris plus profonds ou cherchaient de nouvelles entrées au métro. Les radios ne transmettaient plus et l'information circulait de bouche à oreille, souvent altérée ou incomplète. Certains continuèrent de croire que les renforts arriveraient, que Wenck apparaîtrait avec ses troupes pour briser l'encerclement, mais la plupart commençaient à se résigner à l'inévitable. Le Reichstag devint l'un des objectifs symboliques les plus importants. Sa conquête avait une valeur propagandistique pour les soviétiques, et sa proximité avec le bunker d'Hitler en faisait un objectif prioritaire. Le bâtiment était partiellement détruit, mais abritait encore des défenseurs bien armés. La lutte pour le prendre fut acharnée, avec des combats au corps à corps dans les escaliers, dans les salles intérieures et même dans les couloirs sombres remplis de poussière et de fumée. Les troupes soviétiques qui participèrent à la prise furent félicitées par leur commandement et il fut permis de hisser des drapeaux rouges sur le toit, bien que de nombreuses photographies aient été prises après, dans des poses préparées, pour enregistrer le moment. Malgré son importance symbolique, le Reichstag n'était pas le dernier bastion défensif et, dans d'autres parties de Berlin, la lutte continuait avec une intensité égale. Au sein du centre de commandement nazi, la situation était de plus en plus chaotique. Les rapports qui arrivaient étaient contradictoires, et Hitler continuait d'exiger des contre-attaques impossibles avec des troupes qui n'existaient plus. Des ordres étaient envoyés qui n'arrivaient jamais à destination ou qui étaient ignorés par des commandants agissant déjà pour leur propre compte. La structure de commandement s'effondrait tandis que l'encerclement se resserrait. Goebbels continuait d'émettre des discours à la radio jusqu'au dernier moment, promettant une victoire que personne ne croyait. Certains hauts commandements pensaient déjà à la fuite ou à tout arrêter de leurs propres mains et se préparaient à l'effondrement total du régime. Pendant ce temps, les combats continuaient à quelques rues du cœur du pouvoir nazi et les explosions s'entendaient déjà clairement depuis les souterrains de la chancellerie. Les conditions pour les civils étaient de plus en plus mauvaises. Il n'y avait ni électricité ni eau courante et la nourriture se faisait rare. Les quelques hôpitaux qui fonctionnaient encore étaient débordés et manquaient de fournitures de base. Dans de nombreuses parties de la ville, les habitants essayaient de s'organiser pour partager le peu qui restait. On cuisinait avec du bois ramassé sur les meubles cassés et on faisait bouillir de l'eau contaminée dans l'espoir de la rendre potable. Les mères essayaient de calmer les enfants, tandis qu'à l'extérieur retentissaient les canons. Certains civils furent atteints par les bombardements alors qu'ils faisaient la queue pour obtenir du pain ou de l'eau. Ceux qui pouvaient se déplacer tentèrent de quitter la ville, mais presque toutes les routes étaient coupées ou trop dangereuses. Beaucoup se résignèrent à attendre la fin dans des sous-sols improvisés, craignant ce qui allait arriver.
Le moral des troupes allemandes se détériorait rapidement. La plupart des soldats savaient qu'il n'y aurait ni retraite ni renfort. Certains continuaient de se battre par peur des représailles, d'autres par obéissance aveugle ou simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Il y avait des unités qui se dissolvaient sans préavis, des soldats qui changèrent de vêtements pour se mêler aux civils et des officiers qui disparaissaient sans laisser de traces. Ceux qui continuèrent de combattre le faisaient en petits groupes, souvent sans communication avec leurs supérieurs. Les munitions se faisaient rares et dans certains CA, on combattait avec des armes capturées ou improvisées. Les nuits étaient aussi dangereuses que le jour et le son des tirs et des explosions était constant. Il n'y avait ni repos ni pause. La ville était un champ de bataille sans trêve. L'armée rouge, de son côté, maintenait une pression constante. Les divisions avançaient sur tous les fronts, occupant des secteurs clés comme le ministère de l'Air, le ministère de l'Intérieur et la zone de la chancellerie. Chaque pâté de maison pris signifiait de nouvelles pertes, mais aussi l'affaiblissement définitif de l'ennemi. La résistance continuait à certains points, mais le rythme d'avancée ne s'arrêtait pas. Les commandants soviétiques savaient que la fin était proche, et beaucoup concouraient pour arriver les premiers au centre de la ville. Le prestige et la reconnaissance auprès de Staline dépendaient de qui hisserait le drapeau sur les bâtiments clés. Cette concurrence interne générait également des erreurs, mais la supériorité numérique et de feu était telle qu'il n'y avait aucune possibilité réelle d'une contre-attaque allemande efficace. Lorsque la capitale fut encerclée et que les tirs ne cessaient pas un instant, des milliers de personnes cherchèrent refuge dans les sous-sols et dans les tunnels du métro, essayant d'échapper au vacarme des bombes et à l'effondrement total qui se faisait déjà sentir. Dans chaque recoin souterrain, entre des murs de béton fissurés et une humidité accumulée, des familles entières s'entassaient sur des matelas improvisés, partageant des espaces réduits avec des inconnus. Les odeurs de la peur, de l'enfermement et de la fatigue flottant dans l'air. Les hôpitaux n'avaient plus de lits disponibles et les médecins essayaient de soigner les blessés sans anesthésie, avec les matériaux qui leur restaient encore et avec le bourdonnement constant des projectiles tombant au-dessus. Chaque jour, il était plus difficile de trouver quelque chose à manger. Les marchés n'ouvraient plus, les entrepôts étaient vides et les conserves étaient épuisées depuis des semaines. Les gens sortaient brièvement dans les rues, risquant leur vie pour chercher des restes de pain ou une pomme de terre pourrie. Mais dans de nombreux cas, ils revenaient les mains vides. Ceux qui ne pouvaient pas sortir, comme les personnes âgées ou les blessés, dépendaient du peu que d'autres réussissaient à apporter. Certains groupes commencèrent à cuisiner dans des boîtes de conserve ou des réchauds improvisés dans les tunnels, mais même obtenir de l'eau devint une tâche compliquée, car de nombreuses canalisations avaient été détruites. Les refuges improvisés servant d'hôpitaux ne pouvaient plus contenir de personnes. Les blessés arrivaient par douzaines, la plupart avec des amputations, des brûlures ou des éclats d'obus incrustés, et s'alignaient sur le sol en attendant des soins qui n'arrivaient jamais. Les docteurs faisaient ce qu'ils pouvaient avec des bandages sales, des instruments rouillés et sans électricité. Dans certains CA, des membres étaient amputés sans anesthésie, juste avec un chiffon dans la bouche pour mordre la douleur. Les cris remplissèrent les couloirs, se mêlant aux échos d'explosions lointaines qui ne cessaient jamais de se faire entendre. À mesure que les combats se rapprochèrent du centre-ville, les refuges souterrains se transformaient en un mélange de peur et de désespoir. Les nouvelles se répandèrent vite, mais personne ne savait ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Certains disaient que les Russes étaient déjà dans le parc central, d'autres assuraient qu'ils étaient arrivés à la gare. Dans ces espaces clos, l'obscurité et la chaleur aggravèrent la tension. De nombreux enfants pleuraient sans arrêt, certains adultes murmuraient des prières, d'autres restaient simplement silencieux, regardant dans le vide, espérant que tout cela se termine enfin. Il y eut des personnes qui tentèrent de rester utiles. Certains aidaient à distribuer de l'eau ou à organiser les plus petits. Il y eut aussi ceux qui, malgré la faim, partagèrent le peu qui leur restait. Mais cela n'empêchait pas les disputes. En plus d'une occasion, 2 familles faillirent en venir aux mains pour un morceau de pain sec ou pour une place le long d'un mur où le froid était moins ressenti. La pression de l'enfermement et de la peur constante usait les nerfs de tous. N'importe quel bruit fort pouvait déclencher une attaque de panique généralisée. Les tunnels du métro, conçus à l'origine pour le transport rapide de passagers, se transformèrent en couloirs de survivants. Dans certains tronçons, les voies étaient utilisées comme espaces de couchage.
Certains utilisaient des morceaux de bois comme lit, d'autres se couchaient simplement sur des couvertures. Il y avait des zones où l'eau s'accumulait, de sorte que ceux qui y dormaient passèrent les nuits les pieds trempés. À certains endroits, des latrines furent improvisées avec des seaux ou des trous dans la terre. L'odeur était insupportable, mais personne ne se plaignait car ils savaient que dehors c'était bien pire. La communication entre les refuges était limitée. Certaines personnes se proposaient de sortir brièvement pour chercher des nouvelles ou prévenir des connaissances dans d'autres tunnels, mais le danger était constant. En plus d'une occasion, un projectile a frappé près des sorties, piégeant ou tuant ceux qui tentèrent de monter. Malgré tout, il y avait ceux qui risquaient le tout pour le tout juste pour savoir si leur mère, leur frère ou leur ami étaient toujours en vie. Quand l'un d'eux revenait avec des nouvelles, tous s'entassaient pour écouter, bien que presque toujours les nouvelles fussent mauvaises. Les attaques aériennes ne cessaient pas, ni de jour ni de nuit. Même sous terre, le fracas était si fort qu'il se sentait dans la poitrine, comme un coup sec qui ne finissait jamais. Les murs tremblaient à chaque impact, et dans certains refuges, des plafonds ou des murs s'effondraient, piégeant des dizaines de personnes sans possibilité de sauvetage. À mesure que les jours passaient, la ville se délitait sur ses propres fondations. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque parc se transformait en un champ de ruines. Dans de nombreuses familles, on ne parlait plus d'espoir. On parlait de tenir bon. Certains adultes faisaient des calculs avec ceux qu'il leur restait de pain, le divisant en portions minuscules pour qu'il dure quelques jours de plus. D'autres gardaient des morceaux de savon ou des pilules pour les utiliser comme monnaie d'échange s'ils trouvaient quelqu'un avec de quoi manger. Les enfants, pour la plupart, ne jouaient plus. Ils se serraient contre leur mère ou dormaient pendant des heures à cause de la fatigue, de la malnutrition et du froid. La situation dans les hôpitaux n'était pas différente. Les salles d'opération étaient sombres, les générateurs ne fonctionnaient plus et les patients s'entassaient dans les couloirs, les cours et les sous-sols. On opérait avec des lampes de poche ou des bougies. Les infections se propageaient rapidement. Il y avait des cas de gangrène, de tétanos, de pneumonie, et il n'y avait pas de médicaments pour traiter quoi que ce soit. Les infirmières faisaient leurs rondes en silence, sachant que souvent elles ne pouvaient que s'asseoir à côté des mourants pour leur tenir la main jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Les autorités n'avaient plus le contrôle de la situation. Certains membres du parti tentaient de maintenir l'ordre dans les tunnels ou de coordonner les livraisons de nourriture, mais plus personne ne les écoutait. Beaucoup s'étaient enfuis ou cachés. Le commandement s'était effondré. La seule chose qui fonctionnait encore était l'instinct de survie. Chacun protégeait les siens comme il le pouvait. Il y avait ceux qui refusaient de partager leurs réserves de nourriture, tandis que d'autres, le regard déjà éteint, distribuaient le peu qu'ils avaient, comme s'ils savaient qu'il n'y aurait pas de lendemain. Dans certains secteurs, les combats arrivèrent si près que les refuges tremblaient à chaque explosion. On disait qu'il y avait des maisons sous lesquelles se livraient des batailles au corps à corps. Les tirs se faisaient entendre juste au-dessus, et parfois les balles traversaient les toits des sous-sols. Des familles entières moururent ensevelies par des effondrements sans que personne ne puisse rien faire. Certains survivants racontèrent avoir passé des jours piégés sous les décombres, buvant leur propre urine pour ne pas mourir de soif. La peur de l'armée rouge s'insinuait aussi dans les conversations. On parlait de pillage, de viol, de vengeance. De nombreux civils tentèrent de placer des panneaux improvisés sur les portes des sous-sols, indiquant qu'il y avait des enfants, des personnes âgées ou des blessés, espérant que cela éviterait le pire. Certaines femmes cherchèrent de vieux vêtements pour paraître plus âgées ou malades. D'autres se coupèrent les cheveux ou se couvrirent de suie pour passer inaperçus. Le désespoir se mêlait à l'incertitude, et personne ne savait à quoi s'attendre lorsque les troupes entreraient finalement. La ville, vue d'en bas, ne semblait plus la même. Les sons qui parvenaient étaient étranges, fragmentés, comme venus d'un autre monde. Explosions lointaines, moteurs, tirs isolés, cris montant par les grilles de ventilation. À certains moments, tout devenait silencieux pendant quelques secondes, ce qui générait plus d'anxiété que le bruit lui-même. Dans ces moments, beaucoup pensaient que peut-être tout était terminé. Mais aussitôt, une autre rafale d'artillerie rompait le calme et tout recommençait. Ainsi était chaque jour, chaque nuit, sans pause, sans trêve, sans réponse. Le 1er mai, le lendemain du suicide de Hitler, Goebbels a réuni le général Krebs et le général Burgdorf, ainsi que son épouse Magda et leurs 6 enfants dans le même bunker. L'ambiance était dense, tous savaient ce qui allait arriver.
Goebbels avait déclaré qu'il ne sortirait pas vivant de Berlin et n'avait pas l'intention de permettre à sa famille de le faire non plus. Un par un, les enfants ont été endormis avec de la morphine, puis assassinés avec des capsules de cyanure pendant leur sommeil. Magda et Joseph se sont suicidés peu après. Dehors, les Russes continuaient d'avancer dans les rues détruites. Au même moment, dans d'autres recoins du bunker et dans les cours extérieures, d'autres suicides se succédaient. Le général Hans Krebs, qui avait tenté de négocier une reddition partielle avec les Soviétiques la veille, s'est également suicidé en réalisant que les conditions ne seraient pas acceptées. Wilhelm Burgdorf a fait de même. Le sentiment de décomposition était total. Ceux qui restaient dans le bunker ne pensaient qu'à se rendre, s'échapper ou mourir. Le Troisième Reich était littéralement en train de se désintégrer sous leurs propres yeux. En parallèle, le général Weidling, commandant de la défense de Berlin, a finalement décidé de rendre la ville. Il était resté fidèle à ses ordres jusqu'au dernier moment, mais en voyant qu'il ne restait plus de défense et que le chaos consumait tout, il a compris que résister était inutile. Le matin du 2 mai, il a envoyé des messagers aux Soviétiques pour offrir la reddition sans condition. Berlin, après des jours de combats maison par maison et des milliers de morts, tombait officiellement. Les soldats allemands ont commencé à se rendre par centaines. Certains portaient encore des armes, d'autres levaient simplement les mains. Pendant ce temps, la situation en surface était un effondrement absolu. La ville était en ruine, remplie de cadavres en décomposition, de décombres, de fumée, de chars soviétiques partout et de tirs isolés. Les civils survivants sortaient peu à peu des sous-sols où ils avaient été enfermés pendant des semaines, cherchant de l'eau, de la nourriture, ou essayant simplement de comprendre si tout était terminé. Beaucoup ne savaient pas que Hitler était mort. D'autres ne le croyaient pas. La peur, la méfiance et la confusion couvraient tout. Une fois la reddition confirmée, les troupes soviétiques ont sécurisé les accès au bunker. Elles y ont trouvé un tableau désolant. Les corps de Goebbels, de son épouse et de ses enfants étaient partiellement brûlés, tout comme les restes de Hitler et d'Eva Braun. Dans plusieurs pièces, on a découvert des restes de suicidés, des armes abandonnées et des documents éparpillés. Les Soviétiques ont pris le contrôle du lieu, bien qu'il n'ait initialement pas annoncé immédiatement que Hitler était mort. Staline a exigé des preuves et pendant des jours des rumeurs, des théories et même des versions contradictoires ont circulé parmi les commandants soviétiques. Dans les jours qui ont suivi, les Soviétiques ont mené une enquête détaillée sur ce qui s'était passé dans le bunker. Ils ont interrogé les quelques témoins vivants, ont pris des objets personnels, des plans et des fragments des cadavres. Grâce à des analyses dentaires, ils ont identifié les restes de Hitler. Cependant, pour des raisons politiques et de propagande, Moscou n'a pas révélé toutes les informations et a permis que la confusion subsiste pendant un certain temps. Pour les soldats soviétiques, l'important était que Berlin était tombé et que l'ennemi avait été vaincu. Avec la reddition officielle, la tentative de défense des dernières unités allemandes à Berlin a également pris fin. Les Waffen-SS, qui avaient offert une résistance acharnée dans certains secteurs, ont finalement déposé les armes ou ont été anéantis. Au total, plus de 100 000 soldats allemands ont été capturés dans la capitale. Certains ont tenté de s'échapper déguisés en civils, d'autres se sont suicidés avant d'être arrêtés. Les généraux soviétiques, comme Tchoukov et Zhukov, ont reçu les félicitations du haut commandement et ont été reconnus comme les responsables de la victoire dans la capitale ennemie. La ville était complètement détruite. Le centre de Berlin était un champ de ruines méconnaissable. Des bâtiments emblématiques comme le Reichstag, la chancellerie ou la gare Anhalter-Bahnhof avaient été bombardés jusqu'à n'être plus que des structures vides. Les décombres couvraient des rues entières et des incendies brûlaient encore dans certains quartiers. Les ponts étaient dynamités, les systèmes d'eau et d'électricité effondrés. Il n'y avait pas de transport, ni de nourriture suffisante. La population civile errait désorientée parmi les restes de la ville, sans savoir ce qu'il allait leur arriver, ni qui allait gouverner maintenant. Pendant les jours suivants, les Soviétiques ont organisé le contrôle militaire de la ville. Des points de surveillance ont été établis, des bâtiments encore debout ont été réquisitionnés pour loger des commandements et des hôpitaux, et l'interrogatoire des fonctionnaires nazis capturés a commencé. Parallèlement, des rapports d'abus contre la population civile, en particulier les femmes, ont commencé. Beaucoup de Berlinois craignaient des représailles et de la violence.
L'armée rouge, après des années de guerre brutale, montrait peu de compassion. La propagande soviétique avait nourri la haine pendant longtemps, et maintenant, avec la victoire en main, l'esprit de vengeance était évident. Quant au commandement nazi, il n'existait plus de structure centrale. Avec Hitler, Goebbels, Himmler et d'autres morts ou disparus, il ne restait aucune autorité reconnue. Dönitz, le successeur désigné par Hitler, avait formé un gouvernement dans le Nord, mais il manquait de pouvoir réel. Depuis Flensbourg, il a tenté de négocier une reddition partielle avec les alliés occidentaux, mais les soviétiques ne l'ont pas accepté. La guerre en Europe était pratiquement terminée. Il ne restait que des foyers de résistance isolés. Les divisions allemandes encore actives recevaient des ordres contradictoires ou se rendaient simplement de leur propre chef. La population civile tentait de s'adapter à la nouvelle réalité. Avec la chute du régime nazi, un vide de pouvoir absolu s'est produit. Il n'y avait pas de police, ni de distribution de nourriture, ni de services de base. De nombreux anciens fonctionnaires ont tenté de disparaître parmi la population. D'autres ont été arrêtés par les soviétiques et envoyés dans des camps de prisonniers. Les stations de radio sont restées silencieuses et les journaux ont cessé de circuler. La vie à Berlin, déjà difficile en raison des bombardements et des pénuries, est devenue encore plus chaotique. Certains habitants ont commencé à s'organiser pour distribuer de la nourriture ou nettoyer les rues. Au milieu de cette désorganisation, la recherche d'archives et de documents a également commencé. Les soviétiques ont recueilli des milliers de papiers, dossiers, photos et registres de toutes sortes, aussi bien du parti nazi que de l'armée. Ils se sont particulièrement intéressés aux documents concernant l'armement, la technologie, les réseaux de renseignement et les expériences scientifiques. Beaucoup de ces documents ont été emportés à Moscou et étudiés en secret. Des scientifiques, ingénieurs et officiers techniques ont également été arrêtés pour être interrogés ou transférés en Union soviétique dans le cadre de l'effort de récupération technologique. Durant les semaines suivantes, des défilés de la victoire ont été organisés dans différentes villes soviétiques. À Moscou, Staline a été célébré comme le grand leader qui avait vaincu Hitler. À Berlin, les soldats soviétiques ont hissé leur drapeau sur les ruines du Reichstag, une image qui serait utilisée comme symbole du triomphe. Au même moment, les autorités soviétiques ont commencé à planifier l'administration de leur zone d'occupation. Bientôt arriveraient des commissions politiques, des agents de renseignement et des fonctionnaires du Parti communiste pour établir le nouvel ordre dans CE qui allait devenir l'Allemagne de l'Est. Au niveau international, la chute de Berlin a marqué la fin définitive du conflit en Europe. Peu après, le 8 mai, l'Allemagne a signé la reddition inconditionnelle à Reims, puis à Berlin, en présence de représentants soviétiques, américains, britanniques et français. La guerre en Europe était terminée. Les puissances alliées ont alors commencé à discuter de l'avenir de l'Allemagne, de la division territoriale, du jugement des responsables nazis et de la reconstruction du continent. Berlin, dévasté et divisé, serait l'épicentre symbolique de cette nouvelle étape qui ne faisait que commencer.